Tunisie, plusieurs étudiants en médecine ont protesté contre une réforme qui repousse la délivrance de leur diplôme. L'épidémie de la fièvre Lassa dicte toujours sa loi au Nigeria. Plus de 100 personnes en sont mortes depuis janvier. Puis bientôt des délestages au Burkina Faso. La Sonabel a annoncé un déficit énergétique de 50 MW. Vous êtes bien sûr Sika TV, bienvenue à toutes et à tous. Je l'annonçais en titre, en Tunisie, plus de 1500 internes et étudiants en médecine ont manifesté ce lundi à Tunis. Objectif, protester contre une réforme qui repousse de plusieurs années la délivrance d'un diplôme les privant selon eux de formation cruciale à l'étranger. Voici le reportage. Réunis devant le ministère de la Santé, les étudiants en médecine et internes ont manifesté ce lundi à Tunis pour protester contre une réforme qui repousse de plusieurs années la délivrance du diplôme de médecin à la fin des spécialités, soit au bout de 10 à 11 ans d'études. Les protestataires réclament qu'un diplôme continue à être délivré à l'issue des 7 ans du tronc commun de formation. En outre, en raison de failles dans la réforme, aucun mécanisme n'est prévu pour délivrer de diplômes aux internes achevant leurs études de médecin généraliste cette année et ne s'orientant pas vers une spécialisation. On peut nous écouter dans des réunions fermées à huis clos, mais dans le réel, est-ce qu'il y a une législation ou il y a une volonté réelle pour avoir toutes ces revendications? On en doute fortement. Si le ministère ne tient pas ses promesses et ne veut pas tenir ses promesses d'une façon écrite et claire, nous serons dans l'obligation d'aller dans ce combat. On ne veut pas aller à ce point, c'est un point de non-retour. On veut revenir rapidement à nos hôpitaux et à nos facultés. Après 33 jours de grève, ils ont obtenu la semaine passée la publication dans le journal officiel d'un test, fruit de 7 ans de tractation qui leur donne un statut précis et leur garantit notamment des repos compensateurs de sécurité. En grève depuis début février, les internes qui assurent malgré tout les urgences et les gardes envisagent d'élargir leurs actions. Le Nigeria fait face à une épidémie sans précédent de fièvre Lassa. Il s'agit d'un virus de la même famille que Ebola qui a fait plus de 100 morts depuis le début de l'année. Sa propagation aussi soudaine que rapide inquiète la communauté scientifique internationale qui travaille actuellement à l'élaboration d'un vaccin. Reportage. Équipés de masques et de combinaisons intégrales, ces médecins viennent de soigner des malades de la fièvre Lassa. Ce virus, de la même famille qu'Ebola, fait des ravages au Nigeria. Une nouvelle épidémie a déjà fait 110 morts depuis janvier. Dehors, les familles attendent avec angoisse. Wilson a perdu sa femme il y a quelques jours. Sa petite fille de 3 ans, malade elle aussi, est confinée à l'isolement. Quand ma femme est tombée malade, 2 jours après, on l'a enterrée. Parce qu'elle avait les mêmes symptômes que la fièvre de Lassa, mais nous ne le savions pas parce qu'elle était enceinte. Plus de 350 cas ont déjà été confirmés au Nigeria. Dans l'état d'Edo, au sud du pays, les patients affluent à l'hôpital d'Iroua. La fièvre hémorragique Lassa reste méconnue dans cette région pauvre et rurale, la plus touchée par l'épidémie. Nous enregistrons une épidémie sans précédent. Nous n'avons jamais vu ça avant. Depuis fin février, le nombre de cas positifs recensés est beaucoup plus élevé que ce que nous avons eu sur toute l'année 2017. Dans cet institut de recherche, des échantillons de la fièvre Lassa arrivent de tout le pays. C'est le seul laboratoire au Nigeria à pouvoir diagnostiquer la maladie en 24 heures, avec des chercheurs venus du monde entier. Une équipe de l'OMS sensibilise le personnel médical et les familles pour éviter la propagation du virus. Étant donné la situation, nous allons à l'essentiel. Nous nous concentrons sur une bonne hygiène des mains, ce qui veut dire que l'on doit se laver les mains correctement en utilisant la bonne technique.
La fièvre Lassa se transmet par les excréments des rongeurs et entre les hommes par les fluides corporels comme l'urine ou le sang. Mais les scientifiques étudient toujours les causes de cette épidémie et de sa propagation rapide. Au Burkina Faso, la Société nationale de l'électricité Sonabel a annoncé un déficit énergétique de 50 MW pour cette période de pointe et de forte chaleur où la demande en énergie électrique est la plus élevée de l'année. Les grands centres de consommation comme Ouagadougou, disais-je, subiront dans les jours à venir un rationnement de la desserte d'énergie. Le délestage devrait durer plusieurs mois. On fait le point avec Claude Ramba. Le courant ne pourra pas être servi de façon continue par jour aux populations de Ouagadougou en cette période de forte chaleur. C'est l'aveu de la Sonabel. La nationale d'électricité annonce en effet des délestages dans la capitale en cette période de pointe. Malgré l'augmentation du niveau d'importation d'énergie de la Côte d'Ivoire depuis 2017, avec une puissance moyenne de 70 MW, grâce à l'interconnexion, cela ne résout pas le problème observé. La situation de la fourniture d'électricité laisse entrevoir un déficit de près de 50 MW. Il faut dire que nous attendions la ligne d'interconnexion avec le Ghana qui devait nous permettre d'équilibrer l'offre et la demande, qui devait être mise en marche depuis décembre. Mais la partie burkinabé a fini depuis effectivement décembre. La partie ghanéenne connaît un retard qui va nous amener jusqu'à mi-mai. Par conséquent, nous allons enregistrer un déficit de 50 MW. Le projet d'interconnexion en cours d'achèvement avec le Ghana dans sa partie Bolgatanga à Ouagadougou est donc très attendu dans le cadre de la gestion des pointes de consommation. Qui de l'apport de la centrale solaire photovoltaïque de Zagtouli en cette période si critique. Pour le directeur de la Sonabel, son apport n'est perceptible que dans la journée car c'est lorsque le soleil est au zénith que la centrale solaire a plus de puissance. Pour faire face donc au déficit énergétique, la Sonabel appelle les consommateurs à une rationalisation du jus et surtout développer des réflexes d'économie d'énergie en attendant la fin du calvaire prévue pour la fin mai 2018. Direction la Centrafrique, une ONG nationale, le groupement des femmes agropastorales pour la lutte contre le VIH-Sida, GROFEPA, a lancé une campagne nationale pour l'école. Elle est intitulée « Un élève, une table, un banc ». Hubert Marie Djamani pour le compte rendu. L'accès à l'éducation reste assez faible en République centrafricaine. Dans la recherche de solutions aux problèmes du secteur éducatif, conscient du rôle de l'école dans la reconstruction et le relèvement du pays, le groupement des femmes agropastorales pour la lutte contre le VIH-Sida s'est pleinement investi dans des actions visant à améliorer la scolarisation des enfants. 2 à 3 fois par mois, l'équipe de coordination de cette organisation se rend dans les localités de la Centrafrique pour remettre des kits scolaires aux écoles publiques. C'est notre grand problème ici, problème de documents, problème de matériel pédagogique. Et si nous avons reçu ces kits-là, on ne peut que remercier Dieu d'abord. Et grand merci à la première dame, notre maman. Grand merci et grand merci. C'est un ouf pour nous. Les problèmes du secteur éducatif national sont nombreux et le gouvernement ne saurait seul relever tous les défis. Il y a la question d'infrastructure et d'équipement, la problématique du profil de scolarisation des filles, la réforme de l'enseignement technique ainsi que la recherche de financement. L'objectif visé par GROFEPA, c'est d'avoir des tables-bancs en nombre suffisant afin que 3 élèves seulement s'asseyent sur un même table-banc au lieu de 6 à 8 comme c'est le cas à l'heure actuelle. Nous avons lancé cette campagne en nous disant nous allons mobiliser, nous allons sensibiliser les Centrafricains dans leur grande majorité pour que chacun apporte le minimum qu'il peut afin de rassembler les 20 000 tables-bancs. La recherche de solutions aux problèmes du secteur éducatif national est une œuvre de longue haleine. Dans cette voie difficile, il faut des ressources financières, de la logistique et du capital humain.
L'opposant congolais en exil et candidat à la présidentielle, Moïse Katumbi, a lancé ce lundi en Afrique du Sud son parti politique Ensemble pour le changement. Moïse Katumbi a également promis de rentrer chez lui d'ici juillet afin de déposer sa candidature pour le scrutin qui devrait avoir lieu en décembre. Cependant, il y a une possibilité qu'il soit arrêté dès son arrivée en RD Congo puisqu'il a été condamné à 3 ans et demi de prison pour une affaire de spoliation immobilière. On le suit pour en savoir davantage. Je suis venu en Afrique du Sud pour lancer mon parti, Ensemble. Nous devons tenir des élections cette année et ce qui est important pour nous au Congo, c'est la paix. Et si nous avons besoin de paix, nous aurons des élections. On ne veut pas se battre pour les élections, non. C'est dommage que je ne puisse pas lancer mon parti dans mon pays. Vous devriez savoir quel type de gouvernement nous avons au pays. Quoi qu'il en soit, je voulais juste venir sur la terre de Nelson Mandela parce que ce pays est un pays de démocratie. Je ne suis pas venu ici pour plaisanter ou pour jouer. Je suis venu ici pour lancer mon parti et je vais repartir parce que je ne vais pas être candidat en dehors de mon pays. Je vais être candidat dans mon pays. Le président chinois sera plus ferme dans ses prétentions et moins prêt au compromis. C'est ce dont est convaincu un analyste basé à Hong Kong. Le président chinois a obtenu son ticket pour une présidence à vie. Xi Jinping est pratiquement devenu empereur à vie. Donc, ce à quoi nous assistons est un retour en arrière spectaculaire du système politique chinois. Un retour vers les jours de Mao Zedong, où toute la Chine n'était qu'une caisse de résonance. On n'entend qu'une seule voix, et elle est la loi. Avec l'augmentation de son pouvoir à domicile, Xi Jinping sera plus libre pour atteindre des buts plus osés en politique étrangère. Xi Jinping est déjà habitué à une manière très dictatoriale de prendre des décisions. Même ses conseillers les plus proches n'osent pas le contredire. Et sans vérification, c'est très facile pour Xi Jinping de faire des erreurs, que cela soit pour les politiques intérieures ou de politique étrangère. Il sera beaucoup plus affirmé dans ses prétentions sur près de 90% de la mer de Chine méridionale. Il sera moins prêt à faire des compromis dans d'autres sujets de la région Asie-Pacifique, dont les disputes territoriales avec le Japon et surtout dans ses efforts pour ce qu'il appelle libérer Taïwan avant la fin de sa vie. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.